Il y a Guillaume qui vient de me glisser dans l'oreille. Bon courage à toi pour passer à Pierre. Bien, alors on va essayer de faire un petit peu de biologie cellulaire. Et je vais essayer de répondre un petit peu à la question, enfin au sous-titre, sommes-nous sûrs de ce que nous voyons? Et je vais commencer par être un peu provocateur en vous demandant si vous savez ce que c'est que la biologie cellulaire. Parce que quand je vois ce qui reste de la biologie cellulaire dans les programmes du secondaire, je suis un peu, comment dire, affligé. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en biologie cellulaire, bon, vous connaissez tous la biologie cellulaire bien sûr, on manipule pas mal de modèles et on a aussi toute une gamme de différents modèles. On a des modèles moléculaires, on a des modèles conceptuels, des cartes conceptuelles, on a des organismes modèles, hein, je vous ai mis ici une souris verte qui ne court pas dans l'herbe mais qui a de la GFP qui s'exprime derrière le promoteur de l'actine. Donc elle est verte partout. Bon. Alors, avant de parler de modèle, enfin la notion de modèle, j'essaierai de l'aborder au fur et à mesure de mon exposé, de vous glisser quelques mots comme ça sur les modèles. Je voudrais quand même revenir aux sources. Qu'est-ce que c'est que la biologie cellulaire? En général, tous les cours de biologie cellulaire commencent par ça. Robert Hooke, micrographia. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, donc j'ai été le chercher. Donc micrographia, c'est l'acte de naissance de la cellule, bien sûr, hein, et ça se passe exactement ici, c'est un titre, donc hein, sur l'organisation ou de la texture du liège ou certaines cellules et pores d'autres corps spongieux. Voilà. Et donc ça se passe exactement ici, puisqu'il dit hein, donc ces pores ou cellules n'étaient pas très profonds, mais étaient constitués comme toute une série de petites boîtes. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce texte-là, c'est pas en fait ça, et pour moi c'est pas ça le plus important. Ce plus important, c'est ce qu'il y a juste après. Puisque juste après, Robert Hooke écrit exactement, c'était en réalité les premiers pores microscopiques que j'ai vus, et peut-être qui n'aient été jamais vus, puisque je n'ai jamais entendu quiconque parler de tel type de pores. Autrement dit, il est parfaitement conscient qu'il vient de faire une découverte. Ce qui, pour moi, est la marque, effectivement, de son caractère scientifique. Alors, il a fait cette découverte grâce à un instrument qu'on va beaucoup utiliser en biologie cellulaire, hein, le microscope. Il en a d'ailleurs vendu pas mal, ce qui lui a permis de s'assurer des revenus assez convenables. Et donc, il y a ce très célèbre schéma que vous connaissez tous. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de l'observation et une représentation. Qu'est-ce que c'est que cette représentation qu'on présente ici? Qu'est-ce que c'est si ce n'est un modèle de son observation? On a ici un modèle, un premier modèle en biologie qu'on va appeler cellulaire pour l'instant. En général, on continue après Hooke par lui, hein, Leeuwenhoek, en disant bah non, Hooke, il n'a pas vu des cellules, il a vu des cercueils, puisque c'était des parois. Et donc, c'est Leeuwenhoek qui a vu les premières cellules vivantes qu'il a appelées animalcules. Il a regardé hein, l'eau du Berkelsee Sea, enfin, de l'eau de lac, quoi. Voilà. Alors, Leeuwenhoek, il a vu ça avec un microscope aussi, donc de nouveau la primauté de l'appareil. Hein. Et effectivement, il a vu avec ça, il a fait comme tout le monde, il a observé son sperme. Que tous les garçons qui ont eu un microscope me disent qui n'a jamais fait ça. Merci. Et donc il a vu des choses qui bougeaient là-dedans, il a appelé ça donc des spermatozoïdes. Il a même observé, et c'est ce qu'il dit dans son compte-rendu, la pâte jaune qu'il avait entre les dents. Et dans cette pâte jaune qu'il avait entre les dents, il a vu des petits trucs qui bougeaient, qu'il a représentés également. Et donc il a vraisemblablement observé des bactéries. Le tout avec ça. C'est-à-dire le microscope de Leeuwenhoek, c'est ça, une petite lentille de verre. Une fois de plus, ça a un caractère scientifique absolument remarquable. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été son cheminement? Une observation, il a proposé une représentation, il proposait une modélisation de son observation. Et cette modélisation, il a présenté comme une avancée conceptuelle. Réellement, il a été l'inventeur du concept de cellule mobile, au sens inventeur de trésors. Alors, le problème de ce genre d'approche, qui passe par une représentation, bah, c'est bien sûr ça. Là, vous avez une interprétation, une modélisation qui, finalement, ne s'est pas révélée très juste par la suite. Hein. Bon, je ne vous fais pas un dessin, je pense que vous avez tous reconnu l'homonculus. Derrière ça, il y a eu toute une époque, et c'est toujours comme ça que les cours de biologie cellulaire continuent, où on dit on a développé la théorie cellulaire. Donc théorie cellulaire, Schleiden, Schwann, je vous ai mis les textes exacts en allemand. Hein. Le dessin qui est à côté, c'est un dessin de Schwann, effectivement. Et puis il y a un troisième larron qui se greffe là-dessus, et le troisième larron, c'est bien sûr Virchow. Virchow qui a son très célèbre Omnis Cellula et Cellula, donc toute cellule provient d'une cellule. Sauf qu'il faut voir le texte dans lequel ça a été proposé.
Et le texte dans lequel ça a été proposé, c'est assez instructif. Vous l'avez en allemand ici, donc je ne vous ferai pas l'injure de vous lire ça en allemand. Mais grosso modo, ce qu'il est en train de dire, c'est que s'il y a une cellule, bon sang, c'est bien qu'il y avait une cellule avant. Comme, de la même façon, s'il y a un animal, c'est bien qu'il y avait des animaux avant. Je vous rappelle que la génération spontanée, Pasteur, c'est exactement l'époque de la grande controverse, et que Pasteur, sa grande conférence sur la génération spontanée, si mes souvenirs sont bons, ça doit être 1864. Donc c'est après Virchow. Autrement dit, là, Virchow fait un pari sur l'avenir. Il prend un choix délibéré, et il fait un pari sur l'avenir en affirmant effectivement que la génération spontanée n'existe pas et qu'une cellule vient d'une cellule. Est-ce qu'on est encore dans le cadre de modélisation? De mon point de vue, non. Ici, ce n'est plus une modélisation, puisque là, c'est un pari ontologique. Alors voilà, tout ça donc amène la naissance de la théorie cellulaire. Donc vous avez ici un petit extrait d'un manuel écrit par Perrier, le grand physiologiste, biologiste du début du XXe, 1899. Voilà une cellule pour Perrier. On observe, on représente. Tout ça forme une discipline qui, à l'époque, et qui continue à s'appeler la cytologie. On n'a toujours pas parlé de biologie cellulaire. Alors qu'est-ce que c'est que la biologie cellulaire? En fait, la biologie cellulaire, elle est née beaucoup plus tard. Elle est née essentiellement, en fait, sous l'impulsion d'un homme, et un homme qui a été le très grand oublié des prix Nobel, puis c'est Keith Porter. Il n'a jamais eu le Nobel, malheureusement. Alors pour vous situer un peu les dates, en fait, Porter a créé l'un des premiers laboratoires de biologie cellulaire qui a revendiqué ce nom, et il l'a créé au Rockefeller Institute, donc vous avez la photo en haut, c'est plutôt agréable, et il l'a créé dans les années 1950. Alors comment s'est passée cette création-là? En fait, dans les années juste après-guerre, dans les années 45, 46, Porter s'intéressait beaucoup au phénomène de cancérisation. Et à l'époque, on avait montré l'influence éventuelle du sarcome de Rous sur les phénomènes de cancérisation, donc un virus. Porter voulait absolument étudier l'influence de ce virus sur le processus de cancérisation. Il a donc pour ça chercher des gens qui étaient capables de manipuler les deux techniques à la mode. Et les deux techniques à la mode, qui s'étaient développées juste avant-guerre, c'était d'une part l'ultracentrifugation. Vous avez à gauche la première ultracentrifugeuse bâtie aux USA par Pickles en 1936. Et puis la microscopie électronique. Vous avez à droite le premier microscope électronique construit à Toronto, qui a été le premier microscope électronique réellement fonctionnel. Donc 1938 aussi. Et juste après-guerre, donc, Porter va recruter deux hommes, qui sont Albert Claude et Georges Palade. Et ces trois hommes-là vont réellement créer la biologie cellulaire. Donc la création de la biologie cellulaire, c'est dans les années 46-50 à peu près. Auparavant, on fait de la cytologie. Ça se voit d'ailleurs, puisque ces gens-là vont étudier effectivement les cellules infectées par le virus, et puis ils vont se rendre compte très rapidement que tout ce qu'ils peuvent isoler ou observer, que ce soit des cellules infectées ou des cellules pas infectées, il n'y a quasiment aucune différence. Autrement dit que toutes les fractions qu'ils récupèrent et qu'ils observent, ce ne sont pas des fractions qui sont liées au virus, mais ce sont des fractions qui sont liées à l'organisation générale de la cellule elle-même. Et donc ils commencent à étudier la cellule. D'accord? C'est comme ça qu'est née la biologie cellulaire. Ça se voit très bien dans le journal qu'ils ont créé. Le journal qu'ils ont créé en 1955 s'appelle initialement le Journal of Biophysical and Biochemical Cytology. Et brusquement, en 1962, il change de titre pour s'appeler le Journal of Cell Biology. Et c'est un des journaux les plus célèbres qu'on ait en biologie cellulaire. C'est sans doute un des actes objectifs de naissance de la biologie cellulaire. Donc on est dans les années 55-60. C'est très récent, la biologie cellulaire. Ça a déjà disparu. Bon, passons. Bien. Alors, effectivement, pendant toute cette période-là, ils vont utiliser à foison l'ultracentrifugation et la microscopie électronique. Et cette photo, je l'adore, donc je vous la passe, je suis désolé. C'est la toute première photo en microscopie électronique de cellule qui a été publiée. D'accord? Regardez la date, 1945, juste après-guerre. C'est une cellule en entier sur une grille. C'est pas beau, on voit quasiment rien, mais il n'empêche, c'est de la microscopie électronique. Ça va me permettre de lancer une réflexion. En fait, ce document, ce n'est plus un dessin, ce qu'on voyait auparavant, c'est une photo. Autrement dit, un document qui a une revendication d'objectivité. Une photo, c'est pas vous qui la faites. D'accord? Donc, et effectivement, ça va être un argument majeur qui va être employé dans le développement.
le fait d'utiliser des photos et de présenter ces photos comme des documents objectifs va permettre à cette équipe-là de revendiquer sa spécialité et donc de revendiquer sa création de biologie cellulaire. Alors, je vais maintenant me focaliser sur 2 organites, parce qu'on ne peut pas parler de tout, bien sûr. Comme Pierre disait, Robin m'a donné que 30 minutes, alors voilà, j'en ai déjà perdu combien? Je vais me focaliser sur 2 organites pour essayer de vous montrer en fait que eh bien, la biologie cellulaire, ça continue à évoluer. Ça continue à évoluer, et oui, c'est bien ça, et que même actuellement, il y a encore beaucoup de connaissances, ne serait-ce que sur les aspects purement structuraux. Les 2 organites que je vais choisir, c'est la mitochondrie d'une part et l'appareil de Golgi d'autre part. Alors la mitochondrie, la mitochondrie en fait c'est un des premiers organites qui a été caractérisé, vous voyez, Palade, 1953, et il fait un superbe article dans lequel il montre un petit modèle qu'il dit avoir fait en paraffine pour pouvoir le couper dans tous les sens, pour vérifier que ces coupes correspondent bien à son modèle, etc. Donc le modèle de la mitochondrie que propose Palade, c'est le modèle que vous connaissez tous, donc de membrane avec les crêtes qui sont des jolis replis de la membrane interne. D'accord ? Donc c'est le modèle que vous voyez ici en rose. D'accord ? Au passage, voilà les toutes premières photos de mitochondrie. Bon, c'est vrai que c'est pas très joli, mais très rapidement, en fait, le laboratoire va produire des documents absolument somptueux. Je crois qu'on n'a jamais fait mieux depuis. Hein. Au passage, ça, c'est une mitochondrie que vous trouverez dans tous les bouquins. C'est une mitochondrie de pancréas de chauve-souris, ce qui n'est peut-être pas le matériel que vous auriez choisi initialement. Mais enfin bon, voilà. Le problème, c'est, pour en revenir à mon idée de modèle, c'est l'implication. J'ai ici une photo, un document que je présente comme objectif. Le modèle que j'en sors, est-ce qu'il est réellement objectif? Autrement dit, est-ce que je peux justifier de mon modèle par l'objectivité du document initial qui n'a servi à me le produire? D'accord? Alors, en fait, on va revenir à cette question, mais ce modèle-là, oula, pardon, voilà. Ce modèle-là, il va beaucoup servir, je pense que c'est celui que vous avez tous appris, et vous savez que là-dessus, on va asseoir non seulement de la structure, mais aussi du fonctionnement. D'accord? On va asseoir là-dessus la chaîne respiratoire, on va asseoir dessus le gradient de proton, bon, je ne refais pas le cours, juste comme ça pour rire, on peut asseoir également dessus le bilan de la respiration. Vous mettez combien là sur le point d'interrogation? Gagné. Ça fait partie de ces chiffres magiques. Vous pouvez faire l'expérience à chaque fois quand vous avez un amphi comme ça. Vous posez, respiration, ça fait combien d'ATP? 36 à 38. Ok, d'accord. On y reviendra tout à l'heure. On a donc effectivement avec ce modèle qui est un modèle simple, facilement compréhensible, facilement imaginable, d'accord, quelque chose qui permet d'intégrer structure et fonction. On a donc typiquement ce qu'on peut appeler un modèle élégant. Et j'insiste beaucoup sur ce terme-là. Les modèles qui marchent, ce sont des modèles élégants. Bon. Ouais. Et si on revenait un peu à la réalité? Parce que quand vous regardez dans une cellule et que vous chargez les mitochondries avec un colorant fluorescent, voilà ce que vous observez. Alors, la petite mitochondrie réniforme, là, hein, de 1 micron, qui ressemble à une bactérie parce qu'elle fait 1 micron, vous oubliez complètement, s'il vous plaît. La petite mitochondrie réniforme, qui a une forme totalement régulière, là, tiens, vous oubliez aussi complètement. Regardez par exemple celle-là. Et je vais vous en montrer des encore plus compliqués que ça. D'accord? Les mitochondries, ça fait tout et n'importe quoi en forme, ça fait tout et n'importe quoi en taille. Regardez, ici vous avez, j'espère que ça se voit à peu près, regardez cette zone-là, là, ce que vous avez ici, c'est le chondriome, l'ensemble des mitochondries d'une cellule qui sont toujours hein, remplies d'un colorant fluorescent. On le voit dans l'espace, c'est une série hein, de ce qu'on appelle une Z-série fait au microscope confocal. Et si vous regardez, effectivement, vous allez voir que vous avez dans cette cellule quasiment un réseau mitochondrial continu. On peut me dire, ouais, mais ce que vous venez de montrer, c'est des cellules en culture. Manque de chance, quand on regarde des cellules in vivo, c'est exactement pareil. Et il y a une technique qui permet ça, c'est la technique qui emploie un microscope électronique un peu particulier à très haut voltage. Pour vous situer l'ordre de grandeur, un microscope électronique, c'est 80 kV d'accélération. Un haut voltage, c'est 1 million d'électronvolts. Ça vous donne ce genre de choses. Vous voyez la taille de l'observateur ici, ça vous donne l'échelle de l'appareil. D'accord ? Avec ça, on peut observer des tranches de steak, autrement dit des couches de 0,5 microns à peu près. Et on voit donc les mitochondries. Ce que vous voyez ici sont des cellules épithéliales, reconnaissables à leur microvillosité. Et ce que vous voyez ici, eh bien, ce sont les mitochondries de nos cellules épithéliales. Ça ressemble à ça, des mitochondries. Pas du tout un petit truc réniforme. Pire que ça, je suis en train de vous décrire des formes de mitochondries. Regardez ce que ça donne quand on suit dans le temps.
ça se déplace, ça bouge, ça fusionne, ça fissionne. C'est extrêmement dynamique. Autrement dit, quand vous faites des bilans en termes de nombre de mitochondries, vous savez, il y a vachement plus de mitochondries dans une cellule active. Mon œil, c'est surtout des mitochondries qui se divisent. Le chondriome est dynamique et ce n'est pas un détail. On connaît des cas de maladies génétiques qui sont associées justement à une disparition de ce dynamisme. C'est le cas par exemple de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 2, qui est un défaut de fusion. Ça permet de caractériser une des molécules impliquées dans la fusion. C'est quand même une maladie génétique qui a une prévalence de 1 sur 2500. Donc c'est pas négligeable. Ici, je vous l'ai montré sur une cellule animale. Je pourrais vous montrer la même chose, je vais passer vite sur une cellule végétale. On a exactement le même principe. Hein. Donc, un ensemble extrêmement dynamique. Si je reviens sur la morphologie interne des mitochondries, on sait maintenant faire ce qu'on appelle de la tomographie à l'échelle de la microscopie électronique. Bon, le principe, c'est vous faites une tranche, et puis vous l'observez en microscopie électronique en faisant varier l'inclinaison. D'accord? En général, entre moins 60 degrés et plus 60 degrés, vous obtenez donc un certain nombre de projections de votre objet. Et à partir de ces projections, vous reconstituez un objet virtuel qui doit satisfaire à toutes ces projections. Sachant qu'il satisfait à toutes les projections, cet objet virtuel est extrêmement riche en informations. D'accord? Moralité, quand vous faites des coupes fines dans cet objet, eh bien vous avez beaucoup plus d'informations que dans n'importe laquelle des coupes fines initiales qui vous a servi à le construire. C'est bon, j'ai été à peu près clair? Ok. Avec ça, vous pouvez reconstituer ce qu'on appelle des tomogrammes. Ici, chacune des tranches qui a été faite correspond à une coupe de 2 nanomètres, ce qu'on est absolument incapable de faire avec un ultramicrotome. Avec ça, on peut donc reconstituer des objets en 3D, et le gros intérêt de ces modèles, là je suis dans un modèle parfait, n'est-ce pas, c'est qu'on peut les manipuler dans l'espace. Voilà à quoi ressemble une mitochondrie. Alors vous remarquerez qu'elle a le fond un peu plat, bah, ça correspond simplement à l'épaisseur de la coupe. Hein. Bon. Le gros intérêt de ce genre de choses, c'est qu'on peut les manipuler. Ici vous avez le même modèle, simplement on a enlevé la plupart des crêtes. Voilà à quoi ça ressemble une crête mitochondriale. Vous la voyez en jaune? Autrement dit, une crête mitochondriale, c'est quoi? C'est un espèce de sac qui est à l'intérieur de la mitochondrie et qui communique par des tout petits canaux avec la membrane interne. Vous oubliez le joli repli là, du modèle de Palade. Il est complètement faux. Alors, ça prend un certain temps de faire ce genre de choses, mais jusqu'à présent, à chaque fois que les gens ont pris le temps de le faire, à chaque fois, ils sont tombés sur ce genre de choses. Bien. Alors, on peut même aller un peu plus loin, hein. Je vais passer très vite. Vous savez qu'actuellement, les complexes respiratoires, par exemple, d'un point de vue fonctionnel, hein, on sait qu'ils sont complètement associés les uns aux autres sous forme de gros complexes qu'on appelle les respirasomes. C'est ce qui explique que les électrons passent facilement de l'un à l'autre, sans avoir à se balader hein, dans la membrane, comme on le voyait dans le schéma initial que je vous ai montré, qui était tout aussi faux donc finalement hein, que la tectonique des plaques. Sur la TPase, on a beaucoup progressé. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette expérimentation-là qui est absolument magique, qui a permis de montrer effectivement que la TPase était un moteur rotatif. Grosso modo, on attache la sphère F1 de la TPase sur une lame de verre, on attache dessus un filament d'actine fluorescent, et quand on met de la TP dessus, j'espère que ça se voit, ça tourne. Ce qui m'intéresse moi dans l'histoire, c'est que regardez, ça ne tourne pas régulièrement. On est d'accord? Alors à partir de ça, on peut faire des modèles. Et regardez une des caractéristiques du modèle là. Voilà, c'est bon. Alors lui, il tourne par contre bourré d'huile. Il y a une différence majeure entre les deux. Effectivement, dans un cas, vous avez une observation directe, d'accord, avec tout ce que ça comporte d'artefacts, mais vous avez une traduction directe d'un caractère qu'on voit à l'échelle moléculaire, qui est un caractère stochastique. Autrement dit, si je reviens à mon équation bilan, là, est-ce que je suis capable de chiffrer l'ATP qu'elle est derrière? Mais absolument pas. Pour beaucoup de raisons. 1, parce que je suis incapable de chiffrer la stoichiométrie de fonctionnement de la TPase. 2, parce que mon fameux gradient de protons qui me sert à produire mes 36 à 38 ATP, là, il sert à bien d'autres choses, et vous le savez. Comment est-ce qu'on fait rentrer du pyruvate? Comment est-ce qu'on fait un échange ATP-ADP? Etc., etc., etc. Autrement dit, tout ce qu'on pourra mettre là-dessus, c'est l'énergie, et encore. D'accord? Donc d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue structural, on a beaucoup évolué sur la mitochondrie. Une dernière chose, comme ça pour la route, on est en train de mettre en évidence que la fameuse ATPase mitochondriale a vraisemblablement un rôle structural. C'est vraisemblablement elle qui est à l'origine de la morphologie des crêtes. Elles sont capables de s'associer en ligne, hein, ce que vous voyez très bien ici, et
par deux en, si je regarde là-haut en même temps ça va pas aller, en pliant la membrane. Bien. Moralité, Pallade, on oublie. Maintenant, on commence à voir dans les toutes dernières éditions, vous avez ici, je vous ai pris le Carpe et le Lodich, dans les toutes dernières éditions, on commence à voir une traduction de ces découvertes-là. Si vous regardez bien, ici, vous avez une petite restriction. Ici, vous avez des trous, vous voyez, sur le bord de la membrane interne. Sauf que dans le texte, c'est absolument pas précisé. Un étudiant va passer à côté complètement. D'accord ? Bien. C'est relativement dommage. Et je terminerai ce passage sur la mitochondrie par une remarque. En fait, le modèle de Pallade, finalement, a été actif entre, on va dire, grosso modo 53 et puis à peu près 2005-2008. C'est bien pour un modèle. Bon. Sauf que quand vous cherchez un peu dans la littérature, vous trouvez ce genre de papier. Ça, c'est un papier qui date de 1966, et regardez le modèle qui était proposé de la mitochondrie. Vous vous rappelez de ce que je viens de vous montrer? C'est exactement le bon modèle. Et la question que je me pose après ça, c'est comment se fait-il que ce soit ce modèle-là qui soit resté? Autrement dit, pourquoi la communauté scientifique est-elle restée sur le modèle de Pallade? Du pouvoir d'un modèle à un modèle de pouvoir. Autrement dit, est-ce que les fameux fondateurs de la biologie cellulaire n'ont pas usé de leur influence en tant que groupe de scientifiques pour imposer et maintenir leur modèle envers et contre tout? Maintenant, ils sont tous décédés. Curieusement, d'autres modèles émergent. En conclusion sur la mitochondrie, pour moi, une image publiée, et je parle bien d'une image publiée, porte un modèle. Toujours. On ne publie jamais une image au hasard. Et donc, toutes les images que vous pourrez avoir accès sont toujours des images qui sont publiées dans un but précis. Autrement dit, elles sont publiées dans le sens d'un modèle. Exemple typique, Huxley s'est beaucoup amusé, Huxley c'est l'homme qui a décrit la contraction musculaire, s'est beaucoup amusé avec ces deux photos, et en vous disant, ben voilà, je vous démontre par A plus B que la contraction musculaire, c'est une diminution de la bande sombre du sarcomère. La preuve, c'est des documents objectifs. Bon, on en discutera si vous voulez, on ne va pas perdre de temps avec ça. Deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est qu'en général, quand on fait de la modélisation, on a plusieurs modèles et il faut à un moment qu'on choisisse. Et on se sert du principe de parcimonie, le rasoir d'Occam. Sauf que les structures biologiques, ça ne respecte jamais le rasoir d'Occam. Vous trouvez franchement plus simple le modèle que je viens de vous exposer, oh la vache, par rapport, ben tant pis, je ne ferai pas le Golgi, par rapport au modèle des crêtes de Pallade, non, il est beaucoup plus compliqué. Troisième chose, et ça pour moi c'est un point essentiel, l'existence et la survie d'un modèle, en fait, n'a pas que des implications scientifiques. Autrement dit, il faut absolument prendre en considération, quand on parle de modèle, la sociologie de la science qui se fait. Qui propose le modèle? Quelles sont les forces du groupe qui propose le modèle? D'accord? Parce que ce modèle va leur servir d'étendard de revendication. C'est une marque de fabrique. D'accord? Et puis c'est également une marque comme pompe à finance. Bon, alors dans les 5 minutes qui me restent, quand même, je voudrais évoquer juste Golgi. Golgi, vous le savez, donc l'appareil réticulaire interne, qui a posé énormément de problèmes aux microscopistes électroniques parce qu'ils n'arrivaient pas à retrouver ça. Et ils ont trouvé en fait ça. Et ce qu'ils ont appelé dictyosome. Bon. En fait, là aussi, il y a eu un modèle prépondérant et qui est venu du même groupe. C'est le modèle du fonctionnement vésiculaire de Pallade. Avec genèse de vésicules et puis des sacules golgiens fixes et des vésicules qui se baladent en transportant les molécules. On sait maintenant, donc je le passe sur Rothman, on sait maintenant que ce modèle est faux. C'est-à-dire que l'appareil de Golgi, en fait, fonctionne avec des sacules qui bougent et des vésicules qui, en fait, ramènent au niveau antérieur les enzymes caractéristiques de ce niveau. On a complètement inversé le sens de formation de l'appareil de Golgi. Une remarque au passage pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. Ici, vous avez la figure du premier article de Rothman, qui est un article très célèbre parce que c'est celui qui démontre, entre guillemets, le transport vésiculaire antérograde. Regardez bien, c'est la toute première figure qui pose l'hypothèse. Elle ne pose qu'une seule hypothèse, le fait que la protéine qui est à l'intérieur ici puisse passer dans une autre pile. Elle oublie simplement une autre hypothèse alternative, qui est que l'enzyme qui est dans ce sac puisse également être transportée dans l'autre sens. Et cette hypothèse-là n'a jamais été étudiée par le groupe qui défendait le système que vous avez appris, curieusement.
L'appareil de Golgi a complètement également été modifié en ce qui concerne sa morphologie. On sait maintenant que dans les cellules de mammifères, l'appareil de Golgi existe sous forme d'un ruban golgien, un ruban quasi continu. Toutes les piles de saccules sont en communication les unes avec les autres. Quand on fait de la tomographie sur l'appareil de Golgi, voilà ce que ça donne. Vous avez ici une pile de saccules en coupe transversale, ici une deuxième pile de saccules et ici une troisième pile de saccules. Tout le monde les a repérés ? Quand on fait tourner le modèle, vous voyez que ces saccules sont en communication. Ce système n'existe que chez les mammifères. Pourquoi? J'en ai pas la moindre idée, mais c'est une marque de fabrique. C'est associé en fait à une organisation cellulaire qui fait que, chez les cellules de mammifères, les appareils de Golgi ont tendance à porter des moteurs moléculaires associés aux microtubules. Or, les microtubules convergent vers le centrosome, ce qui fait que les divers piles de saccules du Golgi se retrouvent tous les uns à côté des autres et ils ont tendance à fusionner. On obtient donc ce fameux ruban golgien. Là où ça devient rigolo, c'est que ce ruban golgien, il avait été décrit il y a très très longtemps par un homme qui s'est acharné à faire des microscopies électroniques à très haut voltage, il s'appelait M. Rambourg. Et pendant toute sa carrière, il a défendu qu'effectivement il existait des rubans golgiens dans les cellules de mammifères. Personne ne l'a cru. Jusqu'à maintenant. Et ce qui me plaît encore plus, c'est quand vous remettez à côté le dessin de Golgi fait pour son prix Nobel. Finalement, Golgi, il savait bien l'observer, non? D'accord. Alors, les conclusions sur l'appareil de Golgi, où j'ai été vraiment très très rapide là. Actuellement, personne ne sait comment fonctionne l'appareil de Golgi. Pourquoi? Tout bêtement parce que c'est bien gentil d'avoir un ruban golgien. Sauf qu'essayez d'imaginer ce que ça donne en termes de progression de saccules. Vous imaginez un saccule entier qui progresse comme ça? Impossible. Autrement dit, actuellement, personne, toujours, ne comprend comment fonctionne l'appareil de Golgi. Et à chaque congrès sur l'appareil de Golgi, ils disent toujours la même chose. Je pourrais vous dire la même chose sur... C'était quoi? Oui, je pourrais vous dire la même chose, par exemple, sur les cils. Personne ne comprend le battement ciliaire. Bon. Deuxième chose, et ça c'est une question fondamentale pour moi, qu'est-ce qui pousse donc l'ensemble de la communauté scientifique à accepter un modèle plutôt qu'un autre? Et là, moi je tiens absolument à souligner le poids de la sociologie de la science, autrement dit le poids des équipes qui défendent leur modèle. Et ça c'est quelque chose de fondamental. Autrement dit, les modèles qui vont pouvoir passer au niveau de l'enseignement, ce sont les modèles majoritaires, ce sont les modèles qui, en fait, sont défendus par des équipes qui ont un pouvoir de séduction maximal. Troisième chose, donc je le redis, les structures biologiques se moquent complètement du rasoir de Camm. Et puis quatrième chose, je voudrais revenir sur l'activité scientifique, parce que pour moi, fondamentalement, un scientifique, qu'est-ce que ça fait? Ça produit des modèles. C'est le fondement de l'activité scientifique. On observe des faits, et à partir de ça, on modélise. Quoi qu'on fasse, on modélise. D'accord? Donc le modèle, c'est jamais le réel, mais c'est le réel du scientifique. C'est là-dessus que le scientifique travaille. Il n'y a jamais de vérité en science, il y a juste des modèles non récusés. Ça, vous le savez tous. La conséquence logique de ça, c'est que tout ce que je viens de dire peut être faux. Alors, je voulais savoir, justement, pour expliquer le fonctionnement des mitochondries, de l'appareil de Golgi, on procède avec la, si j'ai bien compris, à la microscopie électronique, avec la tomographie électronique. Alors actuellement, en fait, il y a beaucoup d'approches et toutes les approches sont complémentaires. Et une équipe, en fait une approche. Par exemple, les modèles de microscopie électronique de la mitochondrie que je vous ai présentés, c'est une équipe de 10 personnes qui travaillent à la Boulder Institute, donc c'est une université, et ils ont un des rares microscopes électroniques à très haut voltage qui fonctionnent encore dans le monde. Actuellement, il doit y en avoir 3, je crois, qui fonctionnent encore dans le monde. Il y en a un au Japon, un là-bas, et puis un deuxième du côté de New York. D'accord ? Et donc, effectivement, eux vont produire des modèles de tomographie. En fait, quand les gens ont besoin de faire de la tomographie, ils vont voir ces gens-là en leur disant, voilà, moi je veux de la tomographie sur ça. Et on fait des collaborations. À côté de ça, il y a d'autres gens qui travaillent sur d'autres aspects. Par exemple, les respirasomes que j'ai évoqués tout à l'heure, ça a été, en fait, la découverte des respirasomes a été liée à l'adaptation d'une technique de gène natif, hein, c'est une technique un peu compliquée, qui a été mise au point à un endroit
et qui maintenant commence à être dispersé un peu. Mais il y a vraiment un laboratoire qui fait ça. Et puis ensuite, on compare les résultats. Mais ceci dit, la tomographie, c'est le... Bon, j'insiste beaucoup, je suis moi-même microscopiste, donc j'insiste beaucoup sur ce genre de choses parce que j'adore ça. Mais la tomographie, vraiment, ça a révolutionné complètement la vision qu'on pouvait avoir de beaucoup d'organites. Là, j'ai insisté sur 2, mais quasiment tous les organites ont subi des grosses révisions. Oui, bonjour. Une théorie doit intégrer un certain nombre de données venues de disciplines différentes. Vous avez beaucoup parlé des mitochondries. Comment vous pouvez allier les mitochondries telles que vous nous les avez montrées avec par exemple la théorie qui fait que ces mitochondries seraient d'origine bactérienne et qu'elles proviendraient d'une endosymbiose? Et deuxièmement, comment vous faites aussi par rapport à la division des cellules d'origine maternelle et mitochondrie? Alors, je vais d'abord commencer par répondre votre exergue. Qu'est-ce que c'est qu'une discipline? C'est une question qui se pose, et c'est un peu une question que j'ai évoquée justement au début de mon exposé, en essayant de vous resituer un peu ce que c'était que la biologie cellulaire. Pour moi, une discipline, en fait, c'est simplement un ensemble de pratiques. Pratiques intellectuelles, pratiques techniques. Et c'est sur un ensemble de pratiques que va reposer une discipline. En biologie, en tout cas, c'est quasiment toujours comme ça qu'elle se constitue. L'électrophysiologie, les électrophysiologistes, qui se revendiquent comme discipline à part entière, se sont fondés sur l'électrophysiologie. Les biologistes cellulaires se sont fondés sur deux pratiques. Après, il y a avec ces pratiques une habitude d'un processus de modélisation particulier qui se greffe là-dessus. Bon. Alors maintenant, pour répondre plutôt à votre question, donc sur la mitochondrie, ça pose aucun problème. D'abord, il faut savoir qu'il y a énormément de bactéries qui ont des endomembranes, donc le fait d'avoir des endomembranes dans une ex-bactérie, moi je trouve pas ça choquant du tout. D'accord? Ça c'est pareil pour les bactéries, vous oubliez qu'elles n'ont pas de cytosquelette, elles en ont. Vous oubliez qu'elles n'ont pas d'endomembrane, elles en ont. Hein. Tout ça est à remettre en cause. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Sinon, oui, attendez, il y avait oui, pour la division. Là, pour la division, alors au niveau des mitochondries elles-mêmes, ça se divise très bien. On connaît maintenant les mécanismes moléculaires de ces divisions. Ce sont des mécanismes qui ressemblent, les molécules qui sont impliquées dans ces divisions sont des molécules qui ressemblent beaucoup à la dynamine, si vous connaissez, qui est une molécule qui est impliquée dans, en fait, l'isolement des vésicules d'endocytose. Ça ressemble un peu à ça. Hein. Donc c'est a priori plutôt un système eucaryote qu'un système bactérien qui assure la division des mitochondries. Et puis, en ce qui concerne, par contre, je n'ai pas très bien compris si votre au niveau de la répartition en fait finalement des mitochondries, c'est simplement les mitochondries en fait se répartissent aléatoirement et ça ne change pas. Vous prenez par exemple Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae a en fait, quand la cellule est parfaitement active, elle a une mitochondrie. En fait, toutes les coupes de mitochondries que vous voyez dans Saccharomyces cerevisiae, c'est des coupes multiples d'un réseau mitochondrial. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez bourgeonnement? Ce réseau se fragmente. Et vous avez quelques mitochondries qui partent avec le bourgeon. Donc, non, tous les mécanismes sont là et ça ne change pas. Le fait de l'organisation interne avec ces crêtes un peu différentes ne change absolument pas tous les mécanismes qu'on a pu mettre en évidence. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Une autre question? Bon. Non, pas de... Est-ce que toi, tu prends le micro? Par rapport à la vision de la cellule comme étant, et de ces organiques comme étant un modèle en évolution, comment tu vois les pratiques institutionnelles dans les programmes, dans les manuels, pas forcément aller voir en classe, mais en tout cas au moins dans les programmes et manuels sur la biologie cellulaire? Tu as fait une petite allusion au début, est-ce que c'est une vision de modèle justement qui est construite? Est-ce que c'est une vision, comment en sixième on commence à regarder, à comparer quelques cellules, le concept en seconde on y revient, enfin, donc comment est-ce que tu peux...
Alors, ouais, bon. Non, je vais pas botter en touche parce que bon, si tu veux, je considère en fait que la biologie cellulaire n'existe plus en fait dans les programmes du secondaire. En fait, qu'est-ce qui existe dans les programmes du secondaire? La notion de cellule dans le programme du secondaire est en fait utilisée exclusivement pour montrer l'unité du vivant. C'est le seul intérêt de cette notion-là. Bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, moi c'est un choix très bien, mais ça veut dire effectivement que la notion de cellule en tant qu'entité compartimentée, et le mot de compartiment en fait a complètement disparu. Et en tant qu'entité compartimentée, ce qui est pour moi une notion absolument fondamentale dans l'établissement du monde vivant, hein, eh bien cette notion-là a totalement disparu, elle n'existe plus. Bon. Il y a pire que ça, mais il ne faut plus dire qu'il y a de la biologie cellulaire dans le secondaire, non c'est pas vrai, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. D'accord ? Il y a pire que ça. Hein. Bon. Oui. Oh, tu veux vraiment que je me lâche ? J'ai une question sur la maladie de Charcot. Oui. Par rapport à ce Là, je vais être totalement incompétent. Oui. Mais ça veut dire que ce dynamisme mitochondrial, il est bloqué uniquement dans une catégorie de cellules et que les autres fonctionnent ? Alors, non, en fait, dans la maladie de Charcot, en fait, c'est une maladie qui va toucher, en fait, si mes souvenirs sont bons, parce que là, je suis totalement incompétent. Moi, ce qui m'intéressait, c'était simplement que cette maladie de Charcot a permis d'isoler et d'identifier les gènes d'une molécule qui est impliquée dans les mécanismes de fusion. Donc, je ne vais pas vraiment creuser. Non, je vais vous répondre des bêtises, donc je préfère m'abstenir là, très honnêtement. Très honnêtement. Je serai incompétent. Voilà. Alors, si tu veux vraiment que je me lâche, d'accord ? Parce que ça, c'est un même... Et ça, pour moi, très honnêtement, c'est quelque chose de dramatique. Hein. Là, on sort un peu de la biologie cellulaire, on est plus sur de la biochimie, mais sachant que l'enzymologie a totalement disparu des programmes également, et qu'on ose proposer ce genre de choses dans un examen national, moi, franchement, je suis réellement choqué. Bon, fin du message, je me suis lâché. Accessoirement, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, je vous ferai remarquer que ici, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sujet donc, des TP hein, du bac. Ce sujet propose de démontrer quelque chose en utilisant un modèle moléculaire manipulé sur Rastop. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut démontrer quelque chose, montrer, je l'ai pris dans le sens de démontrer, avec un modèle moléculaire. Et ça, c'est un point épistémologique, c'est une erreur pour moi épistémologique. Donc il y a vraiment énormément de soucis de ce côté-là. Voilà, j'ai fait mon grognon. Merci Anne.